Bonjour, alors l'objectif est de discuter du contraste entre la précision physiologique et la stratification qui se fait sur des grandes quantités de données en médecine du sommeil. Et donc on peut parler d'un certain choc des cultures. Alors, dans une étude tout à fait sérieuse, on a utilisé un pigeon pour reconnaître un tissu pathologique, un tissu anatomopathologique, et en fait un tissu cancéreux qui est ici en violet sur la photo. Et donc le pigeon tapait du bec en bleu s'il le jugeait pathologique, et s'il le jugeait non pathologique, il tapait du bec sur la bande jaune. Et donc la question, en fait, est de se dire que ben, le pigeon, on le voit sur la courbe ROC, où la courbe idéalement est le plus à gauche et en haut, et bien on le voit sur la courbe ROC, la courbe noire, est la plus performante, le pigeon est plus performant qu'un certain nombre d'algorithmes d'intelligence artificielle. En fait, la question ici, et le point important, n'est pas tant de comprendre la nature du modèle. Est-ce qu'on utilise un pigeon, une IA, un clinicien pour reconnaître, diagnostiquer, identifier, faire un pronostic, prédire l'évolution d'un trouble ou traiter. En fait, c'est pas tant de questionner la nature du modèle, le pigeon, l'IA, le clinicien, mais de comprendre comment le modèle utilise les données qui sont à sa disposition. Et donc on voit qu'ici, le pigeon a particulièrement bien utilisé les données à sa disposition parce qu'il a appris à reconnaître certaines formes sur l'image pour juger du caractère pathologique et avoir une petite graine. Alors en fait, on comprend donc que tout l'intérêt n'est pas tant de qu'est-ce qu'on utilise, mais en fait de comment on peut modéliser les troubles, notamment en médecine du sommeil. Afin d'explorer ces enjeux de modélisation, l'idée est d'aller se recentrer sur un paradigme, une idée dominante de médecine du sommeil personnalisée qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années, en médecine en général, et peut-être un peu moins en médecine du sommeil. Alors, est-ce que cette médecine du sommeil personnalisée, qu'on va décrire brièvement, elle permet une meilleure modélisation du soin? Déjà, la première question, c'est qu'est-ce que c'est personnalisé? Sinon, ce que fait depuis toujours le clinicien. Finalement, est-ce que c'est pas redondant de dire que personnaliser le soin, bon, qu'est-ce que ça va apporter de ce nouveau terme, cette nouvelle idée, ce nouveau paradigme, ces nouvelles théories, ou voir ces nouveaux modèles, puisque finalement, eh bien, on ne fait que personnaliser le soin lorsqu'on fait de la clinique, systématiquement. Eh bien, peut-être une des hypothèses est de dire qu'il y a des enjeux de modélisation de l'intuition clinique. Et ça, c'est important, c'est que finalement, une fois qu'on arrive à mettre dans un modèle, c'est-à-dire un objet de médiation qui facilite la prise en compte du patient par le clinicien, eh bien, on a fait un certain progrès, on a modélisé, on peut accéder à la recherche, on peut accéder à une définition plus précise, on peut accéder à des marqueurs. Et finalement, l'intuition clinique qui est floue, qui est vague, qui est difficilement descriptible, peut être décrite sous forme de modèle, peut-être dans le cadre de la médecine personnalisée. Ou en tout cas, c'est peut-être cela que signifie ce terme. Et donc on passerait d'un pléonasme, c'est-à-dire qu'on fait l'erreur de mettre deux termes côte à côte qui signifient la même chose, à une tautologie, c'est-à-dire qu'on renforce l'un des termes par l'autre, c'est-à-dire la médecine par la personnalisation. Alors bon, il faut quand même préciser, qu'est-ce que c'est la médecine du sommeil personnalisé? Il y a eu plusieurs propositions, une définition du National Research Council en 2011, possibilité d'adapter finement le diagnostic, les thérapies au profil moléculaire et génétique des patients. Mais en fait, en soi, est-ce que c'est soigner la personne dans sa globalité, en essayant de prendre le patient de manière holistique, systémique? Est-ce que c'est responsabiliser le patient dans une médecine du sommeil participative? Ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment cibler, adapter le traitement de manière à identifier des strates de patients qui se ressemblent ou des marqueurs précis dans une médecine du sommeil de précision? Est-ce qu'en pratique, il existe une médecine du sommeil personnalisée? Question qui se pose, eh bien, peut-être vérifier en allant voir dans la littérature, dans une base de données, eh bien, la médecine du sommeil personnalisé existe-t-elle? Oui, on trouve 2500 articles qui sont répartis en différentes thématiques. Donc on retrouve des regroupements de termes, des termes autour de la psychiatrie en bleu, des termes autour des facteurs de risque en orange, des termes autour du SAOS en vert. Et donc il existe bel et bien une médecine du sommeil personnalisée dans la littérature scientifique. Maintenant qu'on a compris qu'il existait une médecine de sommeil personnalisée, eh bien qu'est-ce que c'est? Elle apparaît particulièrement difficile à définir, et une proposition pourrait être de différencier au sein de la médecine du sommeil personnalisé une médecine de précision d'une médecine stratifiée. Cette différence est présente en oncologie, comme l'a rapporté un premier article, et puis on a regardé en psychiatrie, on s'aperçoit que la différence entre personnalisé et stratifié, entre précision et stratifié existe également, et on s'aperçoit que les termes précision, personnalisé, stratifié existent également en médecine du sommeil et ont évolué au fil du temps.
comme on l'a montré récemment dans un article de Chess en étudiant quelques articles de la littérature. Alors, dans un article de la médecine du sommeil, on a vraiment défini ces différences de culture. Il y a vraiment une culture de la strate, une culture du phénotype. On va utiliser notamment des grandes quantités de données pour identifier des phénotypes, donc par exemple des phénotypes du SAS. Et d'un autre côté, un autre champ de la littérature, de la médecine du sommeil personnalisée, donc une autre culture, va chercher des biomarqueurs, des endotypes ou des biotypes, et donc s'intéresser à la physiologie, par exemple du SAS, pour observer, essayer de rechercher des biomarqueurs plus précis. Donc en fait, quand on parle de médecine du sommeil personnalisée et qu'on cherche en quoi elle renseigne la modélisation, et bien là on a deux types de modélisation, le fait de faire des strates, le fait de chercher des biomarqueurs. Bien sûr, on s'aperçoit que trouver des biomarqueurs, ça nécessite de faire des strates, par exemple des patients contrôle, des patients test, et puis faire des strates, ça nécessite de cibler un biomarqueur qui permet la définition de la strate. Donc voilà, deux domaines complémentaires. Alors si on les détaille, qu'est-ce que c'est des biomarqueurs en médecine du sommeil de précision? Par exemple, en prenant l'exemple du SAS, on a un biomarqueur qui est unique avec l'IAH, qui est une mesure de fréquence non étiologique. Donc Malhotra récemment a expliqué, il n'y a pas vraiment de corrélation entre la symptomatologie et l'IAH, et encore moins de prédiction possible, c'est-à-dire d'amélioration sous PPC en prenant en compte l'IAH. Alors, est-ce qu'on peut avoir dans le SAS des biomarqueurs qui sont diagnostiques, pronostiques ou mécanistiques? Bien oui, il y en a qui sont proposés, une intensité d'éveil, charge hypoxique, la désaturation d'oxygène, un couplage cardiovasculaire, une profondeur du sommeil, ou bien d'autres facteurs biologiques. Mais il y a encore un manque de preuves cliniques, diagnostiques, thérapeutiques, pour utiliser ces biomarqueurs diagnostiques ou pronostiques. Alors, troisième point, un autre type de biomarqueur diagnostique, pronostic, mécanistique, et on parle aussi de théranostiques, c'est-à-dire de biomarqueurs qui serviraient à la fois d'identification de la maladie et de traitement. Donc en agissant sur le marqueur identifié, on traiterait la maladie. On en est loin. Et enfin, il existe des biomarqueurs prédictifs, et donc là aussi, on peut identifier des biomarqueurs prédictifs, une durée d'apnée-hypopnée, quantification de l'inflammation, fonction autonomique, voie du stress oxydatif, qui sont plus ou moins reliés à la mortalité cardiovasculaire. Et donc, on commence en effet à identifier des marqueurs qui sont prédictifs dans le SAS. Donc il y a des pistes, et sans doute sont-elles particulièrement importantes et intéressantes, parce que si on devait faire un essai clinique dans le futur, il faudrait cibler un marqueur qui, non pas pronostic d'évolution naturelle de la maladie, non pas mécanistique pour expliquer qu'est-ce que c'est le fondement physiopathologique de la maladie, ni même diagnostic, et dans le clinicien, mais sans doute faudrait-il envisager des biomarqueurs prédictifs qui permettent d'anticiper sous traitement l'évolution du trouble. Et donc ça, on commence à les identifier, et donc c'est un facteur plutôt positif, on va dire, en termes de médecine de précision du SAS. Alors maintenant qu'on a vu ce premier point, qu'en est-il de la médecine du sommeil stratifiée, qui essaie d'identifier des strates, des phénotypes? Alors par exemple, pour reprendre l'exemple du SAS, il y a de nombreux sous-groupes, des profils, des phénotypes, des clusters qui sont identifiés, et notamment ces clusters maintenant sont multimodaux. On ne met pas dans un cluster uniquement un symptôme, un marqueur, l'IH, mais on met aussi d'autres éléments, par exemple des facteurs de risque, et notamment cardiovasculaires. Alors pourquoi il y a peu de marqueurs prédictifs, puisqu'on a vu que les biomarqueurs prédictifs commençaient à être identifiés, tout reste à faire. Identifier des strates de cette manière, en s'aidant des biomarqueurs de la médecine de précision, ça sera fait dans le futur, mais des arguments organisationnels, financiers, expertise, donc on pense notamment à la nécessité d'études longitudinales, limitent ce genre d'études pour le moment. Et puis il y a aussi la nécessité d'utiliser des outils complexes, puisque là on utilisera des modélisations qui prennent en compte l'évolution dans le temps. Alors ça commence à être fait, on voit là dans cet article de Randerat que vraiment on peut avoir une prise en compte de 4 clusters, sévères, non sévères, avec un impact prédictif ou non, et un impact actuel, c'est-à-dire en termes de symptomatologie ou non, autour de différentes strates. Alors, pour le futur, on a vu qu'on pouvait clarifier la méthodologie, comme l'a proposé Strollo en 2011 déjà, utiliser des phénotypes, des biomarqueurs, l'intelligence artificielle, c'est ce qu'il proposait. Et donc, en fait, la future de la précision de médecine, ça serait d'utiliser cette méthodologie, mais aussi de le croiser avec des aspects théoriques. Alors, pourquoi ça? Parce que finalement, les aspects théoriques sont fondamentaux pour comprendre que les phénotypes, les marqueurs,
la méthode comme l'intelligence artificielle ne sont pas suffisants si on ne sait pas définir qu'est-ce que c'est un marqueur, qu'est-ce que c'est un phénotype ou qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle. Alors premier point, eh bien, si on prend du recul pour définir une maladie du sommeil, on peut utiliser des cadres qui existent qui permettent de définir qu'est-ce que c'est une maladie. Par exemple, une maladie est une dysfonction qui est préjudiciable. Et donc, dans le cadre de la médecine stratifiée, eh bien, il paraît absolument nécessaire de définir les strates, pour ne pas avoir des strates qui n'ont aucune signification, ou alors qui soient simplement une intuition clinique que cette strate pourrait avoir une utilité. En effet, on pourrait appliquer l'HDA, enfin, tout reste à faire, au niveau des strates, c'est-à-dire dire eh bien, cette strate est considérée comme pathologique plutôt que normale, tout comme on le fait avec les maladies. Deuxième point, organisation théorique des critères utilisés. En fait, on a beaucoup de critères, on a beaucoup de marqueurs au niveau des strates, eh bien il va falloir les organiser entre eux. Donc là, on a l'approche réseau qui permet d'organiser ces facteurs entre eux, c'est-à-dire d'étudier l'influence des symptômes les uns sur les autres. Donc voilà, là, on a publié quelques articles et un ouvrage là, qui est présent autour des réseaux de symptômes, autour du sujet. Troisième temps théorique, c'est une fois qu'on a découpé des clusters, eh bien sûr on peut identifier de manière automatisée le nombre de clusters nécessaires, mais on peut creuser plus loin de manière théorique qu'est-ce que signifie un cluster, à quoi il renvoie sur un plan de l'ontologie, des ontologies médicales, qui sont en fait des systèmes organisationnels de la médecine. Et donc utiliser les ontologies pour lier les phénotypes à des entités déjà décrites peut être particulièrement pertinent. Alors, finalement, aujourd'hui, il y a une modélisation croissante d'une médecine du sommeil personnalisée, et c'est peut-être même tout l'intérêt de ce terme de médecine du sommeil personnalisée. On identifie deux cultures qui permettent de clarifier le débat, médecine de précision, médecine du sommeil stratifiée, et respectivement, elles sont liées à des biomarqueurs et des phénotypes. Alors, dans le futur, on a vu qu'il y avait des nécessités de biomarqueurs plutôt prédictifs, mais aussi de renseigner des enjeux théoriques, voire épistémologiques, et peut-être de proposer une philosophie de la médecine du sommeil, ce qui n'est absolument pas fait, absolument pas développé, contrairement à l'intégralité des autres champs de la médecine. Et puis axer celle-ci autour de cadres théoriques, modèles et données. Voilà, merci pour votre attention.